Dans cette section, nous allons revisiter la cinématique, mais cette fois aux corps qui vont être en rotation. Donc, ça va être la cinématique de rotation si on veut des corps solides. Donc, beaucoup de concepts qu'on a déjà vus dans les sections où on parlait de la cinématique en ligne droite vont revenir dans cette partie-ci. Vous allez voir, les concepts vont se ressembler beaucoup, mais avec des variables qui vont être associées à la rotation. C'est-à-dire, au lieu de parler de la position, la vitesse, l'accélération, on va parler plutôt de position angulaire, vitesse angulaire, accélération angulaire. On va repartir des notions qu'on a déjà vues et on va essayer de les associer à tous les paramètres qui sont maintenant donnés en fonction de la rotation. On va commencer par se définir la position angulaire d'un objet. La position angulaire, finalement, ça va tout simplement être la position donnée à partir d'un angle qu'on va exprimer en radians. Donc, je peux avoir la position angulaire initiale d'un objet, c'est-à-dire à quel angle un objet est situé par rapport à un axe de référence qui pourrait être donné par rapport à l'axe des x positifs, par exemple. Donc ici, on aurait la position angulaire initiale de notre objet, θ 0. Notre objet va tourner d'un certain angle pour finalement se ramasser à une position angulaire finale, qu'on va appeler tout simplement θ. Et on va faire apparaître entre le début et la fin une variation de position angulaire qu'on va appeler bien entendu le déplacement angulaire par la suite. Donc, l'angle θ, c'est la position de l'objet à un certain temps t qui s'est écoulé entre le moment initial et le moment final, si on veut. La variation de position angulaire, comme j'ai mentionné, correspond à delta θ, qui sera le déplacement angulaire de notre objet. Delta θ va s'exprimer comme étant la position angulaire finale moins la position angulaire initiale. Tous ces paramètres-là vont s'exprimer en unité internationale par le radian. On va donner notre angle en radian. Juste un petit rappel, quand on fait un tour complet dans un cercle, on a 2 pi radians. Un demi-cercle correspond bien sûr à pi radian par définition. Donc, il faut exprimer nos angles en radians lorsqu'on veut parler de la position angulaire. Dans l'exemple qui est ici, on pourrait dire par exemple que θ initial est égal à 0,5 rad à t égale 0. Ensuite, on passe à θ égale 1,5 rad à t égale 2 secondes. Finalement, on pourrait dire que la variation d'angle, c'est-à-dire le déplacement, sera égal à 1 rad entre les deux points. On va définir la vitesse angulaire moyenne. La vitesse angulaire, son symbole, ça va être un oméga. C'est comme un W, mais en lettre grecque. On doit bien sûr le nommer oméga. C'est une lettre grecque. Donc, essayez de l'appeler par son nom et non pas de dire W quand vous en parlez, mais bien oméga. Ça réfère à la vitesse angulaire. Là, ici, on va définir la vitesse angulaire moyenne comme on avait fait dans le temps lorsqu'on avait parlé de la vitesse moyenne, tout simplement, là, qui était le déplacement par unité de temps. Là, ben, ça va être le déplacement angulaire par unité de temps. La vitesse angulaire moyenne, ça va être égal à delta θ sur delta t, c'est-à-dire θ moins θ 0 sur t moins t0. Dans ce cas-ci, comme on a parcouru un angle de 1 radian dans un intervalle de temps de 2 secondes, ça nous donnerait 0,5 rad par seconde. On va essayer de regarder l'approche graphique mettant en lien la vitesse angulaire moyenne et la vitesse angulaire instantanée. Donc, on vient de voir que la vitesse angulaire moyenne, c'est la variation de la position, donc le déplacement par unité de temps. Sur notre graphique, cela correspond à la pente de la droite qui joint le premier et le dernier point des temps considérés. Entre le premier et le dernier temps qu'on considère, ça nous donne finalement notre vitesse moyenne. La vitesse angulaire moyenne entre deux points est la pente du graphique de la position angulaire en fonction du temps joignant ces deux points. Ici, je pourrais dire que la vitesse moyenne
angulaire entre 0 secondes et 10 secondes est de moins 0,2 rad par seconde. Donc les unités pour la vitesse moyenne sont bien sûr des rads par seconde. Je peux trouver la vitesse moyenne entre 0 et 8 secondes. Dans ce cas-ci, ça me donnerait 0 rad par seconde, et ainsi de suite. Plus je diminue l'intervalle de temps, plus je m'approche de la vitesse instantanée au temps considéré, comme on avait déjà fait pour la vitesse moyenne. Donc, si je regarde ici pour un intervalle de temps très très court, la vitesse angulaire moyenne tend vers la vitesse angulaire instantanée. C'est ce que j'écris ici. La vitesse angulaire instantanée correspond à la vitesse angulaire moyenne pour un intervalle de temps très petit. Sur le graphique, cela correspond à la pente pour n'importe quel temps considéré. Ici, je pourrais dire que la vitesse angulaire est de 3 rads par seconde. À 2 secondes, je pourrais dire que la vitesse angulaire est de 0 rads par seconde, et ainsi de suite. Pour tous les intervalles, on fait tout simplement la pente de la tangente à notre graphique et ça nous donne notre vitesse instantanée angulaire. On va maintenant regarder un cas particulier de la cinématique de rotation. Ça va être le cas où le mouvement va se faire à vitesse angulaire constante. Ça veut dire que dans un mouvement de rotation à vitesse angulaire constante, le déplacement angulaire sera toujours le même pour chaque intervalle de temps. À chaque seconde qui passe, je parcours toujours la même quantité de radians. C'est ce que ça veut dire. Dans ce cas, la vitesse angulaire moyenne sera donc égale à la vitesse angulaire instantanée. Bien sûr, si ma vitesse angulaire ne change pas, ma vitesse moyenne angulaire va rester la même. Donc, je peux faire ressortir que oméga va être égal à oméga moyen. Mais on avait déjà dit que la vitesse angulaire moyenne, c'était le déplacement par unité de temps. Donc maintenant, je peux dire que ma vitesse angulaire instantanée va être égale au déplacement sur l'intervalle de temps. À ce moment-là, on va trouver à la fin une équation mettant en lien le mouvement à vitesse angulaire constante. La seule équation qu'on va pouvoir utiliser, c'est θ égale θ0 plus oméga fois le temps. Ça, c'est l'équivalent de l'équation qu'on avait x égale x0 plus vt. Donc, quand on est en ligne droite, un mouvement à vitesse constante, c'est ce qu'on utilisait. Maintenant, en rotation, lorsque on va être en présence d'un mouvement à vitesse constante, angulaire, on va pouvoir dire que θ égale θ0 plus oméga fois t. Donc, j'ai encore cette équation-là. C'est sûr que vous allez l'avoir sur votre feuille de révision. C'est notre équation du mouvement à vitesse angulaire constante. Si on faisait un graphique de la position angulaire en fonction du temps à partir de cette équation-là, eh bien, on obtiendrait une droite dont la pente serait égale à oméga, notre vitesse instantanée, et dont l'ordonnale origine correspondrait à la position initiale angulaire de notre objet. Si on regarde maintenant, on s'est défini la position angulaire en fonction du temps qui est une droite, θ égale θ0 plus oméga t. Le graphique de la vitesse angulaire en fonction du temps, bien sûr, on s'attend d'avoir une constante, notre valeur de vitesse angulaire ne changeant pas, oméga égale une constante. Et un peu plus tard, on va parler de l'accélération angulaire. Eh bien, si notre vitesse angulaire est constante, eh bien, il n'y a pas de changement de vitesse angulaire. Il n'y aura pas d'accélération angulaire non plus. Donc, le graphique de l'accélération, ça vaut 0 tout le long. On va se définir d'autres équations là, à partir de notre graphique oméga en fonction du temps. Comme on a une constante ici, si je fais l'air sous la courbe, qu'est-ce qu'on remarque? Que oméga fois delta t, ça va correspondre finalement à l'air sous la courbe. Ça va être le déplacement angulaire. Donc, la question, c'est que donnerait l'air du rectangle coloré du graphique de la vitesse angulaire en fonction du temps si c'était une vraie figure géométrique? Bien, l'air du rectangle serait hauteur fois largeur, ça donnerait oméga t. Et on sait que delta θ va être égal à oméga t. C'est égal. Finalement, la conclusion,
Le déplacement angulaire dans l'intervalle de temps delta t est égal à l'aire sous la courbe du graphique oméga de t. Tout comme on avait que l'aire sous la courbe du graphique vitesse en fonction du temps nous donnait le déplacement, l'aire sous la courbe du graphique vitesse angulaire en fonction du temps va nous donner aussi le déplacement angulaire. Maintenant, on va regarder plus attentivement quelques notions qui sont liées justement à la rotation qu'on n'avait pas lorsqu'on parlait d'un mouvement en ligne droite. On va se définir certains termes qu'on a déjà vus pour certains. Maintenant, on va les définir de façon plus précise, là, comme on est dans un chapitre uniquement consacré à la rotation. On va définir la période. Son symbole, ça va être un T majuscule. Et on vous dit que c'est le temps pour faire un tour complet. L'unité internationale de la période est la seconde. Donc, combien ça prend de temps pour faire un tour, ça correspond à la période. Donc ici, j'ai fait un tour. Maintenant, j'en fais un deuxième et un troisième. Et combien de temps ça a pris pour faire un tour? Dans cet exemple-là, je pourrais dire 2 secondes. C'est le temps que ça a pris pour faire un tour. Donc, la période est de 2 secondes. La fréquence, ça va être le nombre de tours ou de cycles par unité de temps, c'est-à-dire par seconde. Combien j'ai fait de tours. L'unité internationale de la fréquence est le Hertz, qui est en fait des cycles par seconde. Donc ici, comme ça m'a pris 2 secondes pour faire un tour, ça veut dire que j'ai fait un demi-tour à chaque seconde. La fréquence sera de 1 demi-tour par seconde, donc 0,5 Hertz. Comment on peut obtenir la fréquence lorsqu'on connaît la période? Eh bien, c'est tout simplement l'inverse un de l'autre. La fréquence, c'est 1 sur la période, alors que la période, c'est 1 sur la fréquence. Parfois, on exprime la fréquence en rotation ou tours par minute. Souvent, on va l'appeler des RPM, une fréquence en RPM. Et comme la fréquence en tours par minute, je vais en faire 60 fois plus dans une minute que je pourrais en faire dans une seconde. Donc, c'est égal à 60 fois la fréquence qu'on a. Donc ça, c'est pas une formule qu'il faut connaître par cœur, c'est juste une transformation d'unité, là, tout simplement. Donc, dans ce cas-ci, la fréquence en RPM, ce serait de 30 tours par minute. De plus, on vous dit comme l'objet fait 2 pieds radians par tour, alors on peut dire que la vitesse angulaire qu'on s'est définie tout à l'heure peut s'exprimer comme étant 2 pi fois la fréquence. Puisque la fréquence nous dit combien on fait de tours par seconde, si je fais fois 2 pi, ça va me dire combien j'ai fait d'angles, donc de radians par seconde. À ce moment-là, ça nous donne directement ça, la vitesse angulaire en rad par seconde. Dans notre exemple ici, comme je fais un demi-tour par seconde, ça va être équivalent à faire pi radians par seconde. Habituellement, lorsqu'on va vous donner une fréquence en Hertz ou en tours par minute, il va falloir faire une conversion pour le ramener en radians par seconde. Et la conversion passe par cette petite expression-là. Le nombre de tours qu'une roue va avoir fait, c'est tout simplement égal au déplacement que la roue va avoir fait divisé par 2pi. C'est normal parce qu'à chaque fois qu'on fait un tour, on fait 2pi radians. Donc le nombre de radians qu'on fait, ce serait 2pi fois le nombre de tours. Donc si on veut connaître le nombre de tours qui a été effectué, on prend le déplacement et on divise par 2pi. Ça peut vous être utile dans plusieurs numéros où finalement on vous demande un certain nombre de tours. Il suffit tout simplement de trouver le déplacement angulaire et par la suite on convertit en nombre de tours.